Près de 3 milliards d'euros sont dépensés chaque année par les Français en produits de beauté. Et pour cause, dans notre pays, une personne sur deux n'est pas satisfaite de son physique. Pour plaire et se plaire, certains n'hésitent pas à aller très loin. Une course à la beauté effrénée dont les excès peuvent briser des vies. Sculpter son corps pour obtenir un physique de bodybuilder, c'est l'obsession des accros de la muscu. Des heures d'entraînement, un régime alimentaire drastique, mais pas seulement. Pour y parvenir, certains sont prêts à flirter avec l'illégalité et mettre leur santé en danger. C'est des stéroïdes, des produits dopants, quoi. En France, 6 millions de personnes sont obèses. Depuis quelques années, de nombreux chirurgiens leur permettent de maigrir radicalement. L'année dernière, 36 000 Français ont fait ce choix extrême. Parmi ces nouvelles opérations, une des plus dangereuses est le bypass, une ablation de 90% de l'estomac. Donc là, on est derrière l'estomac. Là, je vais couper, là. Je vais couper pour faire une poche. Une opération à haut risque dont certains ont payé le prix fort. Pascal a frôlé la mort. Il m'a ouvert le ventre, il a écarté et avec ses mains, il sortait la purée pour éviter que je fasse une septicémie puisque la purée se répandait dans mon ventre. À Paris, nous avons enquêté sur une pratique terrifiante. Pour se blanchir la peau, des Africaines et des Asiatiques utilisent des crèmes extrêmement toxiques. Le résultat est monstrueux, elles n'ont plus de peau. Les peaux sont délabrées. Comment se procurent-elles ces produits pourtant interdits en France ? Perdre 5 kilos en 8 jours grâce à une sonde réservée aux comateux et aux anorexiques, c'est la méthode ahurissante d'un régime qui fait fureur en Italie. Cela fait le même trajet qu'un spaghetti. Un choix extrême, mais pour quel résultat ? Enquête sur les dérives de l'ultra-beauté. Région parisienne. Comme souvent, il est 20h quand Sandra, 42 ans, rentre chez elle. Bonjour tout le monde. Expert comptable, cette mère de famille travaille beaucoup. Quand elle retrouve son mari et ses enfants, il est l'heure de passer à table. Ça va Nicole? Ça va et toi? Oui. Chez elle, c'est Nicole, sa belle-mère, qui gère les repas de famille. Au menu de ce soir, boulettes de viande et riz. On mange des trucs rapides qui se font très vite, pâtes, pommes de terre. Donc ma belle-mère, elle a tendance à faire des bons petits plats que je fais pas moi. Hein. Et toujours du sucre pour couper l'acidité de la tomate. Ouais, bah alors vous voyez pourquoi j'ai grossi. Hein. Sandra pèse 120 kilos. Il y a 20 ans, elle en pesait 2 fois moins. À l'origine de cette importante prise de poids, 2 grossesses, l'inactivité sportive et le grignotage permanent. Ça m'arrivait même après manger, si vous voulez. Je m'installais dans mon lit ou devant la télé et puis hop, je continue à grignoter. Allez, hop, tout le monde à table. Le midi, Sandra avale un simple sandwich en 5 minutes. Alors le soir au dîner, elle se rattrape. On va dire que d'habitude, c'est 2 fois ça, quoi. Ce que je fais, je mange d'abord ça, puis après je me resserre. C'est-à-dire que je me fais pas non plus une assiette énorme. Non. Et le problème, c'est que comme on mange très vite, on ne sait pas quand on est rassasié. Mais après, quand je sors de table, j'ai mal à l'estomac. Ça, c'est... Parce que je sais qu'à ce moment, la première chose que je dis, c'est oh, j'ai encore trop mangé. Sandra souffre terriblement de son physique. Elle aimerait se plaire à nouveau, mais aussi reprendre une vie normale. La moindre promenade en famille est devenue une épreuve. Ce qui est difficile pour maman, c'est qu'elle a du mal à nous suivre. Elle peut pas marcher trop longtemps, donc au bout d'un moment, elle est obligée de s'asseoir sur un banc. Et... C'est vrai que pour eux, c'est pas évident à vivre. Il y a des choses qu'on peut pas faire forcément, qui voudraient bien que je fasse avec eux, mais que, bon, à cause de mon poids, je peux pas faire. Hein. Un surpoids qui entrave sa vie de mère, mais aussi sa vie de femme. On aimerait bien porter des tailleurs, des petites choses avec des talons, mais moi, je peux pas, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, donc c'est que des vêtements amples, des pantalons, que des jeans pour moi. Mon ami et puis mes enfants appellent ça des rideaux. Elle ne supporte plus son corps. Sa propre nudité la met mal à l'aise. C'est une épreuve difficile pour vous de vous regarder dans la glace? Oui, parce que c'est la première fois que je me regarde dans la glace quand je m'habille. J'attends d'avoir fini de m'habiller pour me regarder après. Mais jamais en me déshabillant ou
ou en me rhabillant. Ça, c'est... Pourquoi? Parce que vous voyez réellement tel que vous êtes. Sandra est terriblement complexée par son physique. Mais plus grave encore, son problème de poids met sa vie en danger. Pour maigrir, elle a entamé de nombreux régimes, sans succès. Alors aujourd'hui, elle s'apprête à prendre une décision radicale, se faire couper 90% de son estomac. Bonjour Madame Dubreuil. Bonjour docteur, merci. Elle a pris rendez-vous avec le docteur Costil, chirurgien spécialiste de l'obésité. Madame Dubreuil, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir votre poids et votre taille. D'accord. De manière à mesurer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle pour voir si vous pouvez bénéficier de ce type de chirurgie. D'accord, Allez-y. très bien. Parfait. Vous étonne votre poids ou... Non, du tout. Non. Est-ce que c'est le poids le plus important que vous ayez eu? Oui, oui. Avec 121 kilos pour 1,60 m, Parfait. Sandra est en obésité morbide. Autrement dit, son poids atteint un seuil critique. Est-ce que vous avez des problèmes liés à votre surpoids, du diabète J'ai du cholestérol et du diabète, Du oui. cholestérol et du diabète. Je crois qu'en réfléchissant, on va partir sur un bypass qui aura une perte de poids assez rapide et qui surtout sera beaucoup plus bénéfique pour votre diabète. D'accord. Sandra va subir un bypass, en français, un court-circuit. Une opération chirurgicale très lourde qui consiste à sectionner 90% de son estomac. L'intestin aussi sera coupé et relié à la partie restante. Ainsi, l'estomac de Sandra aura la taille de celui d'un enfant de 4 ans. L'objectif, être rassasié plus rapidement. Une opération qui n'est pas anodine. Fuite, hémorragie ou infection font partie des principaux risques encourus par les patients. Vous mangerez, après l'intervention, 8 à 10 fois moins que vous mangez actuellement. Au bout de 3 cuillères à soupe, vous aurez l'impression que le stomac est plein. Et on vous propose de booster votre amaigrissement. C'est-à-dire qu'en faisant autant d'efforts que si on ne vous opérait pas, au lieu de perdre 1-2 kilos par mois, vous perdrez 3, 4, 5 kilos par mois. Il faut essayer... L'opération est prévue dans 4 mois. Le but de l'intervention pour Sandra, perdre une 60aine de kilos en moins d'1 an. Une promesse alléchante. Le bypass séduit chaque année en France 9000 patients obèses. Mais dans la course effrénée à la beauté, les kilos ne sont pas la seule obsession des femmes. Dans certaines communautés africaines et asiatiques, pour être belle, il faut avant tout avoir la peau claire, se blanchir à tout prix. Dans les magazines féminins, les mannequins de couleur sont de plus en plus clairs, à l'instar des célébrités afro-américaines comme Beyoncé, Rihanna ou Halle Berry. Pour leur ressembler, certaines femmes n'hésitent pas à jouer dangereusement avec leur santé. Pendant 20 ans, Assata a utilisé des crèmes toxiques pour blanchir sa peau. Je voyais les femmes belles avec cette couleur. Ma tante prenait ce produit. Ça m'a tenté aussi. Elle était belle avec ça. Moi, je voyais belle. Hein. Je ne voyais pas qu'elle se blanchissait et tout. Puis, voilà. Elle m'appelait pour mettre sur le dos. Et je mettais sur le dos et tout. Et le reste, je mettais sur le visage. Et là, j'ai commencé à changer. Les gens me disaient que tu étais belle comme ça. Et puis, ben voilà, c'est venu comme ça. Ces crèmes blanchissantes diminuent la production de mélanine qui colore la peau. En se les appliquant, Assata détruisait son épiderme. Au fil du temps, elle a utilisé des produits de plus en plus forts, jusqu'à obtenir un résultat spectaculaire. Cette photo, c'est à l'époque où je me blanchissais vraiment la peau, vraiment, 3 fois par jour. Là, je ne regrette pas, j'étais belle, non? C'est pas joli? Pourtant, il y a 1 an, son rêve vire au cauchemar. Assata décide alors de tout arrêter. Je commençais à avoir des taches au niveau des tempes. Je commençais à avoir des boutons que je n'aimais pas du tout. Je voyais ma peau qui partait et je saignais entre les doigts. J'ai vu la main brûlée et c'était pas du tout joli. Des effets secondaires dramatiques dus à la toxicité de certaines crèmes. Aujourd'hui,
Assata a retrouvé sa couleur naturelle et ses cicatrices s'estompent doucement. Mais de nombreuses femmes ont beaucoup moins de chance. Pour elles, les conséquences sont irréversibles. Dans son cabinet, le docteur Kadi Sibizet, dermatologue spécialiste des peaux noires, en rencontre tous les jours. Vous voyez là, vous croyez que vous avez affaire à presque une métisse. Ça, elle était plus noire, plus foncée que moi, cette femme. Elle se retrouve avec une peau extrêmement fine. On voit des capillaires, des veines à travers sa peau. Moi, j'ai des femmes qui pleurent dans mon bureau. Elles ont compris trop tard, ça fait 15 ans, elles ne peuvent plus se déshabiller devant un homme. Elles n'ont plus de vie sentimentale. Pilosité excessive, vergéture, brûlure, la liste des séquelles provoquées par les crèmes blanchissantes est terrifiante. En cause, certaines substances dangereuses qui entrent dans leur composition. Parmi les plus toxiques, l'hydroquinone. L'hydroquinone, au départ, c'est un révélateur photographique et on s'est rendu compte qu'il y avait des risques cancérigènes. Donc, c'est une substance dangereuse, interdite dans la cosmétique. Si vous voulez rester clair, vous êtes condamné toute votre vie à utiliser matin et soir soit l'hydroquinone, soit la cortisone. Donc imaginez, matin et soir, pendant 30 ans, le résultat est monstrueux. Elles n'ont plus de peau. Les peaux sont délabrées. Depuis 2001, l'hydroquinone est interdite en France. Pourtant, selon les médecins, de nombreuses femmes utilisent encore des crèmes qui en contiennent. Comment se les procurent-elles? Pour le savoir, nous nous rendons dans le 18e arrondissement de Paris, où les boutiques de cosmétiques ethniques abondent. Franny a accepté d'être notre complice. Munie d'une caméra cachée, elle va jouer les candides. Première tentative dans ce magasin. Bonjour. J'ai besoin d'avoir une crème, s'il vous plaît, pour m'éclaircir un peu, s'il vous plaît. Hydro, machin, quelque chose comme ça. Ah non, hydroquinone, ça bousille la peau. Hein. Ah bah ça marche en tout cas. Hein. Ah, ça marche au début, tu as un bon temps. Alors. Un bon temps, mais à la fin, c'est naze, hein, ma chérie. Pourquoi? Il y a des risques. De quoi? C'est cancérigène. Tout ce qui est à base d'hydroquinone, ma chérie, demandez à n'importe qui. C'est cancérigène. Mais elle a acheté pourtant. Oui, c'est cancérigène, je vous le dis. La vendeuse est catégorique et met même Franny en garde. Nous tentons alors notre chance dans une autre boutique sur le trottoir d'en face. On veut parler d'un truc hydro quelque chose, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ce produit hydroquinone, c'est une personne qui va exploser. Interdit de vente. Ah bon? Si c'est hydro, je ne peux pas exploser. D'accord. Mais tu peux me vendre. Non mais s'il y en a, j'ai bon, mais j'ai bon. T'en as pas? On a eu des problèmes. Les policiers et tout, ça ferme les boutiques. À ce point-là? Ah ben oui. Apparemment, le commerçant ne vend pas non plus de crème blanchissante à l'hydroquinone. Mais rapidement, il nous indique où en acheter facilement. Non mais il faut savoir, tu vas trouver dans les autres qui vont dans les marchés, ils vendent les produits. Ah, il faut que j'aille au marché quand même? Bah, ils vont, c'est les trucs comme ça, tu vas trouver ici. Ouais. Tu vas pas trouver dans les boutiques. Ah ouais, d'accord. Sur ce marché découvert, Franny va simplement interpeller quelques commerçants. Très vite, on l'oriente vers une vendeuse à la sauvette, déjà en pleine transaction. Ma chérie, tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Ça dépend de comment tu as envie d'éclairer. Parce que lorsque je vends au début, je conseille à la cliente de prendre d'abord un peu le lait. D'aller essayer le lait. Peut-être le lait, ça va déjà l'éclaircir. Sinon, tu peux mettre le truc dedans. Mais ça pète pas. Alors, je veux bien les bonjour. Tu attends, moi. La vendeuse disparaît alors pour revenir quelques instants plus tard avec un sac plastique opaque. C'est combien? Parce que je veux beaucoup, j'ai pas. Hein? Je vais juste te faire pour 20 €, je te redonne quoi? Je donne un pot avec 24 mélanges de jus. En quelques minutes, notre complice serait parvenu à se procurer en pleine rue et en pleine journée des produits blanchissants totalement interdits en France. Dans le mystérieux sac, 4 tubes de crème très abîmés, sans boîte ni notice. En réalité, des médicaments à base de cortisone fabriqués au Congo et en Inde. Des tubes à mélanger à ce pot de crème éclaircissante. Au dos du produit, dans la composition est clairement précisé que la crème contient 2% d'hydroquinone.
Une substance complètement illégale en France. Nous décidons de faire analyser ces produits et de soumettre les résultats au docteur Sibizet. Il confirme la présence d'hydroquinone, mais ce n'est pas tout. Déjà, vous voyez, il y a un mensonge, parce que quand vous regardez la formulation, c'est écrit maximum 2%. Et vous avez trouvé 4. Vous écrivez 2% et vous mettez 4%, c'est parfaitement illégal. Quant au tube de cortisone, il s'agit de médicaments habituellement délivrés sur ordonnance. Pour la dermatologue, appliquer ces produits sur la peau aurait des conséquences dramatiques. Je suis inquiète parce qu'on vend du poison aux gens. En plus, ce sont des produits qui sont périmés. Si ça se trouve, en fait, ce sont les stocks périmés des labos qui sont détournés. Si vous mélangez les deux, vous associez les risques. Cancer de la peau avec l'hydroquinone, troubles cutanés graves avec risque infectieux, troubles de la cicatrisation avec la cortisone. Et on va au-delà puisque la cortisone rentre dans le sang. Donc vous avez des risques de diabète, d'hypertension et de troubles qui peuvent amener à une stérilité chez celles qui commencent très tôt. Malgré le nombre important de victimes de ces crèmes, la lutte contre le blanchiment de la peau s'organise très doucement. Traque des produits interdits, campagne d'information et lobbying associatif ne suffisent pas à décourager les vendeurs frauduleux. C'est aujourd'hui que Sandra se fait opérer. Son chirurgien va lui couper 90% de son estomac. Grâce à cette intervention, elle espère perdre rapidement 60 kilos, soit la moitié de son poids. Bonjour. Alors, en forme le grand jour? Le grand jour, pour moi, c'est la solution pour maigrir. Pour moi, la dernière solution, parce que tout ce que j'ai fait avant, ça n'a pas fonctionné. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que ça va peut-être être le remède miracle, mais j'espère. L'opération va durer 2 heures et se dérouler sous anesthésie générale. Le chirurgien va lui couper une bonne partie de l'estomac par cœlioscopie. Instruments et caméras sont introduits par 4 trous, sans même ouvrir l'abdomen. Une pratique peu invasive qui a fait exploser le nombre d'interventions en 5 ans. L'année dernière, en France, 36 000 personnes obèses ont ainsi subi une opération chirurgicale. Là, ça sera bon. Ok, vu. Ok. Voilà, c'est là que ça va se passer. Donc là, on est derrière l'estomac. Là, je vais couper, là. Je vais couper pour faire une poche sur laquelle on va fixer l'intestin. La manipulation des organes est délicate. Le chirurgien doit absolument éviter de les blesser. La difficulté sur un cas comme celui de Sandra, la présence d'importantes masses graisseuses qui gênent sa visibilité. Donc voilà, donc le début d'intestin qu'on voit très bien là. C'est quand même un sacré chantier. Hein. Voilà, toc. Le chirurgien vient de réduire de 90% l'estomac de Sandra. Une opération quasiment irréversible. Vous savez que cette patiente, elle peut perdre combien de kilos? Écoutez, moi, je lui souhaite de perdre une bonne quarantaine. Donc ça y est, l'opération touche à sa fin. Là, on va vérifier que ça ne fuit pas, parce que des fois, on a une petite fuite qu'il faut compenser. Fuite, hémorragie ou infection sont les principaux risques liés à ces opérations de l'obésité. Dans 2% des cas, il y a des complications. Pascal Serres en a fait les frais il y a 1 an. À l'époque, contrairement à Sandra, elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à un bypass. Il lui manque une dizaine de kilos. Qu'est-ce que c'est ça, Pascal? C'est mon dossier médical. Tout ça? Oui. Pascal pèse alors près de 96 kilos et veut se faire opérer pour en finir avec ses complexes. Tous les médecins lui refusent l'intervention, sauf un, en région parisienne, qui accède immédiatement à sa requête. Il m'a ni pesé, ni mesuré, ni quoi que ce soit, quoi. Ça a été 2 entretiens assis l'un en face d'un bureau. Une fois pour me dire, tenez, voilà l'ordonnance, faites ça. Et la deuxième fois, c'est bon, vous m'avez tout ramené, c'est OK. Il a ouvert son agenda. Bon, telle date, est-ce que ça vous convient? Je vous prends telle date et je vous opère l'une après l'autre puisque je suis allée avec une amie. C'est léger quand même. Très léger. Avec le recul, je me rends compte que c'est très léger. Ça m'a satisfait sur le moment, ça je ne peux pas le nier. Mais avec le recul et puis les conséquences que ça a, oui, c'est très léger. En effet, quelques jours seulement après l'opération, les premiers signes de dysfonctionnement apparaissent. Son estomac n'est plus étanche.
Je ne comprenais pas pourquoi on me faisait manger, puisque quand je prenais, au début c'était un yaourt, quand je prenais mon yaourt, directement il tombait dans la sonde. J'étais paniquée et on me disait « Mais non, ça va aller, vous allez voir, les trous vont se reboucher, manger, ça va reboucher les trous. » C'est le médecin qui vous disait ça? Oui, c'est le médecin qui me disait ça. Pourtant, son état ne fait qu'empirer. En un mois, elle repasse 3 fois sur la table d'opération. Le docteur rentrait dans la chambre qui me disait qu'il fallait retourner au bloc. Il me disait que c'était pour faire un petit nettoyage. En réalité, sans prévenir ni Pascal ni son mari, le chirurgien lui raccourcit progressivement l'intestin grêle. Il espère ainsi réparer les dégâts causés par l'échec de la première opération. Alors là, je sortais du bloc. Je crois que Christian était quand même un peu inquiet vu mon état. J'ai l'impression que je suis complètement à l'article de la mort. Mes enfants, j'ai une petite fille qui avait 1 an et ils se disaient qu'il fallait faire des photos parce qu'ils ne savaient pas si la petite aurait le souvenir de me voir. Sentant ses forces la quitter, Pascal décide de se faire transférer dans un hôpital du Havre, proche de sa famille. Dès son arrivée, face à l'urgence, le médecin intervient sans même l'anesthésier. Il a pris un bistouri et il m'a ouvert le ventre. Voilà ce qu'il a fait, il m'a ouvert le ventre. Il a écarté et avec ses mains, il sortait la purée. Comme ça, il s'essuyait sur un tissu pour éviter que je fasse une septicémie puisque la purée se répandait dans mon ventre, à l'intérieur. La bile sortait donc de mon ventre et se répandait sur ma peau, ce qui fait que toute la peau d'ici jusqu'ici était complètement brûlée. Je supportais plus du tout, même un vêtement de ça, c'était à vif, quoi, comme la peau d'un grand brûlé. Le médecin ne lui donne alors qu'une chance sur 2 de s'en sortir. Pendant 3 mois, des pompes reliées à son ventre lui aspirent 800 ml de bile par jour. En tout, Pascal sera resté 4 mois sans boire ni manger, alité entre la vie et la mort. 1 an après, elle n'est toujours pas totalement guérie et doit bientôt subir une 6e opération. Je me sens beaucoup plus affaiblie qu'avant, ouais. Beaucoup plus fragile en tout cas. Par exemple, quand je mange, mon ventre, mon organisme fait beaucoup de bruit. Je commence à me dire que ça va aller, mais très souvent, c'est instinctif. Je tiens mon ventre parce que j'ai toujours peur d'avoir une fuite. Vous êtes en colère aujourd'hui? Oui. Oui, je suis en colère parce que je pense qu'on n'a pas le droit de duper les gens comme ça. C'est quand même... notre vie nous appartient et on doit quand même savoir ce qui nous arrive. En tout cas, on s'est bien rendu compte qu'il y a longtemps qu'il a laissé tomber son serment d'Hippocrate. C'est juste son compte en banque. Le couple a décidé de porter cette affaire devant la justice. Notre prochain combat, c'est de faire reconnaître l'erreur qui a été faite et puis que l'ordre des médecins sanctionne ce médecin pour qu'il arrête d'exercer comme ça en toute impunité. Je ne suis pas la seule à qui il est arrivé des drames. Et moi, encore une fois, aujourd'hui, je me dis que je suis vivante, il y en a qui ne le sont plus. Alors il faut presque que je m'estime heureuse. Car Pascal ne serait pas la seule victime de ce médecin sans scrupules. Ceux-là, celui-ci, Maître Papin est avocate spécialisée dans les erreurs médicales. C'est elle qui va défendre le dossier de Pascal. Et visiblement, ce n'est pas la première fois qu'elle a affaire à ce chirurgien. Pour le moment, vous en avez au moins 8. Il y en a 11, dont 3 autres qui sont encore ici. Et donc 11 affaires en cours contre ce même médecin actuellement. On peut dire que ça fait beaucoup pour un seul médecin? On peut dire que ça fait un peu beaucoup pour un seul médecin. Quand on sait qu'a priori, en matière de chirurgie viscérale, un chirurgien peut avoir 1 à 2 procédures au cours de sa vie professionnelle, je pense que ce médecin peut avoir 1 ou 2 procédures par an à minima. L'avocate a déjà gagné 8 procès en civil contre le chirurgien. Les victimes ou leurs familles ont toutes reçu des indemnités, entre 10 000 et 800 000 euros selon le préjudice subi. Pour que le praticien n'exerce plus, il faudrait une condamnation pénale. Une procédure extrêmement longue qui a découragé les victimes. Autre possibilité, qu'il soit radié de l'ordre des médecins.
Un praticien qui commet régulièrement les mêmes fautes, qui régulièrement montre une forme de légèreté, qui peut friser dans certains cas l'incompétence, là oui, c'est très irritant de voir qu'il n'y a pas de sanction forte. Il y a eu quelques blâmes, il y a eu quelques avertissements, mais rien de plus fort et surtout pas une sanction qui permettra à ce praticien d'arrêter d'exercer, au moins temporairement. Malgré ses erreurs et ses avertissements, le chirurgien n'a même pas été suspendu. Il est toujours signalé en activité sur le site de l'Ordre des médecins. Un conseil de l'ordre qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais nous avons voulu en savoir plus. Nous sommes allés le rencontrer en caméra cachée. Vanessa est notre complice. Elle a pris rendez-vous avec le praticien pour lui demander de l'opérer. Avec 90 kg pour 1,65 m, elle n'a pas le poids nécessaire requis pour subir la fameuse opération du bypass. Vous serez candidat, il faut que vous ayez normalement un poids à 109 kg. Soit 19 kg de plus que son poids actuel. Pourtant, le docteur lui propose très vite une solution pour contourner ce problème. On peut considérer l'opération en 1,65 m si vous pesez 96 kg ou plus, à condition que vous ayez déjà des complications comme surpoids, diabète, hypertension artérielle, problème respiratoire, problème articulaire, on a au genou un peu au genou et un peu au dos. Donc dans ces cas-là, si un rhumatologue atteste le fait que vous souffrez de votre genou, votre dos aussi, oui, de par le poids, bien sûr, et que vous êtes à 96 kg, vous devenez candidate. D'accord 96. Et là, du coup, ça va lui donner envie de prendre suite. C'est ce qu'elle veut. À demi-mot, le médecin propose à Vanessa de prendre du poids pour pouvoir subir l'opération d'amaigrissement. Une suggestion peu éthique pour un professionnel de santé. À ce jour, ce chirurgien a déjà été attaqué une quinzaine de fois, dont 2 cas pour complications avec séquelles graves et 2 décès. Pourtant, il exerce toujours. Pour maigrir, certains préfèrent éviter la case bistouri. Ils se retournent alors vers d'autres méthodes tout aussi radicales. L'une d'elles, née en Italie, gagne progressivement l'Europe et l'Amérique. Elle consiste à se faire poser une sonde reliée à l'estomac pour ne plus rien manger pendant une semaine. Naples, dans le sud de l'Italie. Vera a 70 ans, elle pèse 90 kg pour 1,58 m. Elle est donc obèse. Regarde, comme j'étais mince. J'étais mince et jolie. Ça date de 1979. Il y a 30 ans et 30 kilos. Elle a toujours été très préoccupée par son image. Pourtant, elle a laissé les kilos s'installer avec les années. Tous ces vêtements sont de tailles différentes. 44, 46, 48. Dans ses placards s'entassent les preuves de sa prise de poids. Regarde, il est devenu trop petit. Je l'ai vu ce matin même et je me suis dit, je ne le mettrai plus jamais, je dois l'offrir. Quand vous voyez cette veste, vous vous dites quoi? Je désespère, je me mets à pleurer. Des larmes amères. Je ne reviendrai jamais à ce poids-là, d'autant plus qu'avec mon âge, c'est presque impossible. Pour retrouver une silhouette harmonieuse, Vera a décidé de tenter l'étonnant régime par sonde. Elle espère perdre au moins 5 kilos en 8 jours. Le réfrigérateur, lui aussi, il pleure. Pour éviter les tentations, elle a vidé sa cuisine. C'est le dernier, j'ai tout enlevé. Vera entame son régime draconien demain. Alors ce soir, elle s'autorise un dernier plaisir. Alors,
Maintenant, je vais manger des cacahuètes. Vous voyez ça? C'est encore quelque chose que je ne vais plus pouvoir manger avec le régime. Allez, au régime. Le lendemain matin, Vera se rend dans un cabinet médical, car son régime drastique lui a été prescrit par un médecin, le docteur Doria, spécialiste de l'obésité. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Pour pallier les carences induites par un jeûne total, il prépare à Vera une étrange mixture à base d'eau, de protéines, de vitamines et de potassium. Pendant une semaine, elle se nourrira uniquement de ce liquide. L'équivalent de 300 calories par jour, 7 fois moins que dans une alimentation normale. Mais le plus surprenant, c'est la manière dont elle va l'ingérer. Ce n'est pas dangereux. Non, non. Doucement, doucement. On passe d'abord les narines, le pharynx, l'œsophage, puis l'estomac. Comment vous sentez-vous? Un peu moins bien qu'avant. Le médecin lui pose une sonde directement reliée à son estomac, une pratique médicale habituellement réservée à des cas très graves. C'est une thérapie qui s'utilise dans d'autres situations, pour des patients en malnutrition, dans le coma ou qui ne peuvent pas s'alimenter. C'est l'adaptation d'un type d'alimentation spécifique pour l'amincissement. Pour les personnes malades, à l'origine. C'est ça peut-être qui peut être choquant. C'est comme un spaghetti. Cela fait le même trajet qu'un spaghetti. Il n'y a rien d'invasif. Maintenant, chaque minute, il y aura une petite dose de protéines qui va vous être administrée. Tout cela, vous pouvez le porter avec vous de cette façon. C'est très simple. Tout est dedans. Vera va devoir porter ce sac en permanence, jour et nuit, pendant une semaine. Et en plus, vous économisez l'argent du restaurant, de la boulangerie. Tout ça, super. Pour son régime, Vera va tout de même débourser 240 €. Une bonne opération pour le docteur. En 4 ans, il a traité plus de 2500 patients. Mais la méthode aurait fait ses preuves. Après plusieurs traitements, certains ont perdu plus de 100 kilos. Des exemples exposés fièrement sur son site internet et qui attirent une nouvelle clientèle inattendue. Des personnes en parfaite santé simplement séduites par la promesse d'une perte de poids sans effort. Avant l'été, sa salle d'attente ne désemplit pas. Disons que pour les femmes, c'est le test avant l'épreuve du maillot de bain. Silmana, 32 ans, va profiter de la démocratisation de ce régime. La jeune femme n'est qu'en léger surpoids, mais pour retrouver une silhouette de magazine, elle est prête à se faire poser une sonde. 75 kilos. Donc ce régime s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas obèses? Si, bien sûr. Ce n'est pas l'indication idéale, mais oui, bien sûr. J'ai déjà essayé une multitude de régimes, mais je n'y arrive pas. Là, c'est surtout la rapidité qui me plaît, comme l'a souligné le docteur. Je n'arrive pas à me regarder dans le miroir et à me voir aussi grosse. Non, je n'y arrive plus. En 8 jours, Silmana pourrait perdre plus de 4 kilos, à condition de suivre les règles du régime à la lettre. Ne boire que de l'eau et ne rien manger. Car mâcher stimule la faim. La jeune femme vit avec 3 colocataires. Ce midi, ils déjeunent ensemble. Bon appétit à tous. Un premier défi pour elle. Moi aussi, je vais manger. Miam, ça a l'air bon. On est à table, on mange, et elle est là avec sa poche qui lui va directement dans le nez. Oui, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que vous ressentez à voir les autres manger? Rien, parce que je n'ai pas faim. Non, fame. Ça lui donne pas envie? Non. Sincèrement, je ne sais pas comment elle fait pour ne pas avoir faim. Juste avec ce liquide, ces protéines. Si aujourd'hui Silmana n'a pas craqué, tiendra-t-elle une semaine entière? Quant à Vera, combien de kilos
parviendra-t-elle à perdre? Pendant que certains sont prêts à tout pour perdre quelques kilos, d'autres n'ont qu'une obsession, gagner toujours plus de muscles. Une recherche du corps parfait qui peut s'avérer très risquée. Dans cette salle de sport de Valence, Cyril, 27 ans, connaît tout le monde. Il faut dire qu'il passe 5 fois par semaine près d'1h30 à sculpter son corps. Il y a combien de kilos là? Là, il y a 20 de chaque côté, plus la barre 20, ça fait 60 pour s'échauffer. Tout ça juste pour s'échauffer? Ouais, pour s'échauffer là au début. À la fin de l'exercice, Cyril soulève 160 kilos. À chaque séance, il travaille une partie différente de son corps. Aujourd'hui, ce sont les bras qu'il sollicite. Cet agent de sécurité accorde une place primordiale à son apparence. Très exigeant avec lui-même, il tient toujours à se dépasser. On s'accepte jamais comme on est, c'est jamais assez. On en veut toujours plus en fait. Ceux qui ont 20 ans de muscu, derrière eux, je suis pas impressionnant. Moi j'en ai juste 5-6 derrière moi. C'est pas encore trop gros. C'est que le début. Avec 100 kilos pour 1m72, le physique hors norme de Cyril ne laisse pas indifférent. Pour moi qui fais de la musculation aussi à plus petite dose, on va dire, pour l'instant, oui, moi, dans l'avenir, si je peux avoir son physique, je le prends volontiers. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui dirait la même chose. C'est impressionnant, oui, c'est sûr. Ouais. Après, c'est des heures et des heures d'entraînement aussi. C'est vraiment une passion, après, il vit pour ça, quoi. Ah bah oui, ça demande beaucoup de rigueur, hein, de l'entraînement, aller chez l'esthéticienne, les UV, etc. Mais bon, ça en vaut la peine à la fin. Comme ça, on va dire qu'on ressemble pas à monsieur et madame tout le monde, quoi. Épilation, UV. Pour soigner sa plastique, Cyril ne se contente pas de faire du sport. Chez lui, où il vit avec ses parents, il passe beaucoup de temps dans sa salle de bain. Je me rase les bras comme une fois par semaine. Pour les bras, quoi, parce qu'on peut pas épiler en fait sur les bras, ça. Enfin, je pense que ça ferait un petit peu trop mal. Mais malgré tous ses efforts, l'image que lui renvoie son miroir ne lui convient pas. Moi, je pars du principe que de toute façon, dans tous les cas, je ne serai jamais satisfait de moi. Je serai content le jour où je serai parfait, et la perfection, ça n'existe pas. Donc je serai jamais parfait. Donc je ne serai jamais satisfait de moi. Cyril n'a pas toujours eu ce physique impressionnant. En 10 ans, il s'est métamorphosé. Donc cette photo, c'était moi, à l'âge de 15 ans, en fait, avant d'attaquer la muscu ou quoi. Et celle-ci, là, c'est l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi. Donc c'était une compétition, le championnat de France. Mais c'est pas un peu extrême de faire tout ça? La compétition, c'est quand même extrême, hein. On arrête de boire pendant 2 jours et demi pour être bien tracé, on n'a plus de graisse, donc forcément, ça fait un petit peu peur. On y voit les veines, on voit tout, quoi. Donc c'est vraiment pour le culte du corps, quoi. Avoir un beau physique, essayer de se plaire, parce qu'à la base, on fait pas ça pour les autres, on fait quand même ça pour nous. Il faut que le matin, on se plaise quand on se regarde, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on essaye de corriger ce qu'on n'aime pas, en fait. Son but, ressembler à son idole, Arnold Schwarzenegger. Là, voilà, oui, il fait 3 poses en même temps, en fait. C'est un montage. Qu'est-ce que c'est ces photos? Quand je vois ces photos, bah, je me dis qu'il a, il a le physique parfait, en fait. Quand vous voyez les stries au milieu des pecs, pareil sur les jambes, quand vous voyez bien les veines, les découpes et tout, quoi, les abdos aussi, elle est nickel, là. Et je me dis qu'il a vraiment le physique que j'aimerais avoir, quoi. Pour obtenir le physique de ses rêves, le jeune homme est prêt à tout. Dans sa chambre, des dizaines de pots dédiés à la musculation. Pour prendre de la masse musculaire, il avale quotidiennement depuis 5 ans un drôle de cocktail. Alors, là, vous avez de la protéine. Là, vous avez des acides aminés. Là, c'est de la créatine. Là, c'est des BCA. C'est quoi les BCA? Ça nous évite de pas perdre le muscle, quoi. Ça garde le muscle. Voilà, j'en prends 4. Et 2 comme ça. En tout, 12 comprimés par jour.
Mais Cyril ne s'arrête pas là. Il prend aussi un produit illégal en France, car considéré comme très dangereux. Je prends un dernier truc, en fait, c'est ça. Pour le moment, c'est pas autorisé encore en France, quoi. Ça s'appelle du fentanyl. En fait, c'est classé comme des stéroïdes, en fait. Hein. C'est des stéroïdes, des produits dopants. Vous avez conscience d'être dans l'illégalité par rapport à ça? On sait qu'on est dans l'illégalité, quoi. Mais après, moi, ce que je me dis souvent, c'est que chaque personne a le droit de mourir d'un cancer, d'une cirrhose avec de l'alcool, des poumons avec une cigarette, et moi, j'ai pas le droit de mourir avec mes produits à moi. Depuis 3 ans, il fait plusieurs fois par an des cures de stéroïdes de 6 semaines. Selon lui, ce serait pratique courante dans le milieu de la musculation. Mais la discrétion serait de mise. Cyril s'est aussi confectionné son propre programme alimentaire. Par jour, je mange environ 1 kg de viande. Ça nourrit plus, quoi. Et puis pour la muscu, il en faut beaucoup, quoi, de la protéine. Il mange de la viande et des féculents 3 fois par jour. Régine, sa mère, a encore du mal à comprendre les contraintes qu'il s'impose. C'est pas que j'aime pas, mais bon, voilà, vous n'êtes pas trop qu'il en fasse. Pourquoi? Je sais pas, moi, pour moi, c'est pour au point de vue santé. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à sa santé? Peut-être dû aux protéines, peut-être, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est que des compléments, normalement, ça devrait pas... Hein. Elle vous dit protéines, elle sait même pas ce que c'est de la protéine. Qu'est-ce que c'est les cachets que je prends? Qu'est-ce que c'est les autres cachets? Qu'est-ce que c'est la poudre que je prends? Voilà, donc les gens, ils disent oui, c'est dangereux, mais en fin de compte, ils y connaissent rien dans ce milieu-là. Cyril semble convaincu que les stéroïdes sont inoffensifs. Pourtant, si ces substances sont interdites en France, c'est parce qu'elles peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé de leurs consommateurs. Bonjour monsieur, venez avec moi s'il vous plaît. Le docteur Brunet, médecin du sport, rencontre régulièrement des patients qui ont abusé de ces produits. On va se mettre dans cette salle. Allez-y. David a 25 ans. Il y a quelques années, il a voulu obtenir très vite un corps très sculpté. En 1 an, il a pris 30 kilos. Depuis que j'ai tout arrêté, ça va bien. Par contre, j'ai toujours les problèmes d'anxiété. On va dire le soir ou la nuit, où je me sens pas très bien. Ça, c'est lié à la prise de produits. D'accord. Il ne prend plus rien depuis 4 ans. Pourtant, il souffre encore d'effets secondaires. Il faut dire que pendant 1 an, il a ingurgité des produits dopants interdits, en très grande quantité. Je prenais pas mal de stéroïdes anabolisants. Je mixais un petit peu tous les stéroïdes anabolisants. Donc je faisais un mix de tout ça et c'était une descente aux enfers. Je me suis jamais senti aussi mal dans ma vie. Vraiment, moi j'ai eu peur vraiment de mourir. J'ai eu des problèmes au niveau du sommeil. J'ai eu des problèmes sexuels. J'ai eu des problèmes psychologiques où je me sentais... J'avais jamais connu ça auparavant, je me sentais très mal dans ma peau. J'ai enchaîné des crises d'angoisse toutes les 2 semaines, 1 semaine. Allongez-vous. Plus grave encore, avec ce cocktail de produits, il a lourdement endommagé son cœur. Je rentrais en tachycardie, donc le cœur qui battait assez fort, et de très grosses transpirations. J'étais incapable de bouger. Et bon, après, voilà, on a peur. Ce jeune homme a risqué sa vie en prenant ces produits? Oui, tout à fait. Malheureusement pour lui, oui. Il s'est pas rendu compte. Si, il s'en est rendu compte, mais il avait déjà les effets. Le plus gros danger pour les jeunes, c'est de croire aux rêves, parce que c'est ça l'attraction. Croire qu'on peut arriver à une performance très rapidement, forcément c'est artificiel. Et là, il y a une prise de risque non seulement immédiate, mais à long terme. 4 ans après avoir tout arrêté, David continue le sport, mais il a désormais besoin d'un suivi psychologique. Sa course à la beauté aurait pu lui être fatale. 4 mois après son opération du bypass, nous retrouvons Sandra, la mère de famille. Hop. Bonjour le chien, bonjour. Pour elle, tout s'est bien passé et elle n'est déjà plus tout à fait la même. Elle s'impose une demi-heure d'activité physique quotidienne. Mais surtout, elle a radicalement fondu. Léon, t'as pas le droit de monter, toi. Alors, qu'est-ce qui a changé, là, Sandra, depuis l'opération? Ah plein de choses. Déjà, j'ai quand même perdu 36 kilos.
Donc ça se ressent rien qu'en montant les escaliers. Je suis moins essoufflée que je l'étais précédemment. Aujourd'hui, elle pèse 96 kilos et a déjà perdu 3 tailles de vêtements. Et ça, c'est pareil. Donc celui-ci, c'est celui que je mettais le mois précédent. Et puis, donc là maintenant, je mets du 48 et j'espère que le mois prochain, ce sera du 46. Les complexes de Sandra s'envolent avec ses kilos. Ne plus se dissimuler dans des vêtements amples lui donne le sourire. Seul bémol, son corps est très marqué par sa perte de poids. Là, vous voyez, c'est le ventre. Donc là, c'est pas... Il y a la peau qui plie, ce qui plissait pas avant forcément. Mais là, oui, j'ai été trop longtemps avec la peau distendue, donc... c'est laid, quoi. C'est horrible, quoi. Plus tard, Sandra se fera retirer ce trop-plein de peau. Mais pour l'instant, elle souhaite profiter simplement de sa nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on mange, Nicole? Des pâtes, des spaghettis coupés avec du lard. Au moment de passer à table, il y a toujours des féculents au menu. Mais une chose a changé. Merci bien, Madame Nicole. C'est tout ce que vous allez manger, Sandra? Oui. C'est tout ce que je peux mettre dans... Alors qu'avant, c'était comme ça, si ce n'est pire. Hein. Ridicule. Une assiette pour oiseaux. Je suis pas frustrée du tout parce que comme je suis vite rassasiée, donc j'ai pas faim, j'ai pas forcément de fringales comme j'avais avant quand je rentrais le soir. C'est radical, hein, oui, ça c'est clair. Pour atteindre le poids de ses 20 ans, Sandra doit toujours perdre une trentaine de kilos. Dans sa quête de la beauté, elle a donc déjà parcouru plus de la moitié du chemin. Retour en Italie. Le régime de Vera touche à sa fin. Depuis la pose de sa sonde gastrique il y a 6 jours, elle n'a rien mangé. Ce soir, elle est invitée chez son fils pour un repas de famille. Va-t-elle résister à la tentation? Prends ce sac. Mais tiens-le droit, il y a la sauce de la viande. En bonne mama italienne, elle a cuisiné toute la journée pour le dîner. Ciao. Qu'est-ce que t'as maigri? Mais pas du tout, je n'ai perdu que 4 kilos. Alors tu as tout cuisiné et maintenant nous on mange et toi tu regardes? Qu'est-ce que c'est beau! Ça fait presque une semaine que je ne cuisine pas. J'étais triste, alors je me suis dit, mets-toi à cuisiner. Je te laisse découper la viande. Avez-vous craqué cette semaine? Non, j'ai seulement bu. J'ai bu de l'eau, de la camomille, du café et du thé. Oui, j'ai envie de choses qui me plaisent, mais sincèrement, la faim, je ne l'ai pas. C'est plus le fait de porter ce sac, de l'avoir sans arrêt, la gêne qu'il me provoque lors des mouvements. Si Vera n'éprouve pas de sensation de faim, elle doit tout de même faire face à quelques désagréments techniques. Alors, là, c'est en train de me dire soit qu'il s'est plié, soit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour ses enfants et petits-enfants, ce régime de l'extrême est une source intarissable de conversation. Moi, ça me dérangerait de marcher et d'aller travailler avec ce sac. Très souvent, les gens ne savent pas. Comme ils ne voient que le petit tube, ils pensent que tu es malade. Eh bien, tous ces fils, ces tubes... Quand tu marches, on dirait toujours que tu es malade, non? Mais comme ça, on ne voit pas trop. Et puis tu le vois qu'elle va bien. Allez, à table. Mais enlevez-moi cette assiette, s'il vous plaît. Pourquoi vous me mettez une assiette? Oui, mais c'est trop triste, enlevez-la. Vous mangez et moi je bois. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça s'est passé? 2 jours plus tard, Vera retourne chez son médecin pour se faire retirer la sonde. Elle va enfin savoir si ses efforts vont être récompensés. Alors, une grande inspiration. Et voilà.
Déjà fini? À peine sa sonde retirée, Vera se précipite sur la balance pour connaître le verdict. Alors, faisons un petit jeu. 90 kilos n'existe plus. 80, voyons voir. Combien en plus de 80? Encore un peu. 6 kilos, c'est génial. Waouh! Génial! 83,6. 83,6. Je me sens comme un mannequin. Ce soir, je mets une tenue moulante. Au revoir, docteur. Merci beaucoup. Vera a perdu presque 7 kilos en 8 jours. Un exploit. Avec un régime classique, il lui aurait fallu plus de 2 mois. Pour Silmana, en revanche, les résultats sont moins enthousiasmants. 73,6. La jeune femme n'a pas respecté les règles et fait quelques écarts. Elle n'a perdu que 2 kilos au lieu de 4 escomptés. Alors, satisfaite? Je ne pense pas. Non. Pour que ce régime drastique ne soit pas inutile, il est indispensable pour les patients de ne pas succomber aux tentations. Durant le port de la sonde, mais également après son retrait. En effet, le risque des kilos vite perdus mais qui peuvent revenir tout aussi vite. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, mais que tu es belle comme ça. Pour fêter la fin de son régime, Vera a organisé un dîner avec sa famille. Et comme à son habitude, elle leur a préparé un festin gargantuesque, loin d'un repas diététique. Rien de tout ça n'est bon pour le régime. Bon appétit. Après 8 jours sans manger, Vera déguste chacune de ses bouchées. C'est un orgasme pour le palais. Et demain? Non. La diète. Dans un mois, Vera entamera une autre semaine de régime par sonde pour perdre de nouveaux kilos. Depuis notre tournage, Sandra a continué à maigrir. En moyenne, 5 kilos de moins chaque mois. Cyril, lui, poursuit son régime survitaminé et n'exclut pas de bientôt participer à une nouvelle compétition. Quant à Pascal, elle va devoir attendre encore de nombreux mois avant que son dossier ne soit jugé. La recherche de la beauté parfaite, une quête perpétuelle dont les limites sont continuellement repoussées et les dérives toujours plus nombreuses.